Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français, par Jean Birnbaum. Aujourd'hui, un faible pour les aventuriers, le surréaliste et l'activiste. Contre ceux qui enferment la dialectique dans une gesticulation stérile, les trotskistes se réclament d'un matérialisme ouvert, qui tente d'articuler pour de bon théorie révolutionnaire et pratique de masse. Hélas, cette unité dynamique de la théorie et de la pratique ne s'incarne que rarement dans une seule et même personne. Et à chaque époque, parmi les militants, ressurgit ce couple complémentaire et contradictoire que forment les deux figures de l'intellectuel et de l'activiste. L'activiste force l'admiration par son panache d'organisateur, lui qui n'a pas son pareil pour convoquer une réunion, centraliser les ventes du canard ou ramasser les cotisations. De son côté, le théoricien peut jouir de l'éternel prestige de quiconque brasse des idées. Dans cet univers trotskiste qui valorise spontanément l'avant-garde intellectuelle sous toutes ses formes, comme en témoigne sa rencontre naturelle avec le mouvement surréaliste. Future fondatrice du musée Mayol, Dina Vierny est longtemps proche de Jacques Prévert. Arrivée en France à l'âge de 7 ans, c'est avec son père, militant menchevique russe, qu'elle rencontre pour la première fois les organisations culturelles liées à la classe ouvrière par l'intermédiaire de l'AEAR, ou Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Dina Vierny. L'AEAR était surtout un groupe théâtral et littéraire, mais il s'exprimait dans la rue. Voilà comment je l'ai rencontré. Je suis allée avec mon père au mur des Fédérés en 1933. C'était l'année de l'arrivée de Hitler. J'ai 14 ans. Et le mur des Fédérés en France, c'était quelque chose de sensationnel. Alors c'était tout Paris, tout Paris de gauche, il est grand, qui se levait et qui allait au mur des Fédérés saluer les 30 000 morts de la semaine sanglante. Mais personne ne voulait aller les uns avec les autres, tout le monde était fâché, surtout pas avec les communistes. En premier lieu marchaient des survivants de la commune de Paris, ils étaient 4 ou 5. Et ils portaient les drapeaux de la commune. Derrière eux, les enfants socialistes. Socialistes, j'ai bien dit. Après venaient les syndicats, les grandes organisations syndicales et le Parti socialiste. Et beaucoup plus loin venait le Parti communiste, les anarchistes, le droit de l'homme, enfin bref, tout le monde. Les uns ne voulaient pas se mettre avec les autres, les anarchistes se mettaient avec personne, et ça durait toute la journée. C'était merveilleux. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Un théâtre. On nous donnait le spectacle. Mais un spectacle extraordinaire, parce que c'était un spectacle de la rue. L'AEAR dansait sur les tombes, chantait, déclamait, et nous donnait le frisson. Et c'est comme ça que j'ai dit, papa, je vais rentrer dans ce mouvement-là. Parce que c'est la vraie expression. Alors, nous avons participé pendant le Front populaire à toutes sortes de choses, en chantant. Dans les grèves, surtout les grèves, il y avait des grèves très longues, vous savez, dans les usines, et il fallait distraire les gens, il fallait rentrer, et on nous laissait entrer. Nous avons chanté de la très grande musique, hein. C'était Berlioz, des choses comme ça, du très sérieux, hein, dans les galeries Lafayette. Et toutes les vendeurs, j'ai surtout le souvenir des vendeuses qui nous regardaient émerveillées, vous savez. On était tous jeunes, ardents et chantant bien. Et la très grande musique a passé et a été comprise. J'ai adoré la chorale populaire de Paris, adoré. Mais moi, j'ai fait partie du mouvement surréaliste. Enfin, j'ai fait partie du groupe Octobre, fait par Jacques Prévert, qui était un poète, qui à l'époque n'imprimait pas. Sa parole était transmise par des lèvres, par des gens comme nous. Et qu'est-ce que c'était? C'était le théâtre moderne, c'était le cœur parlé à la façon de Brecht, la musique à la façon de Brecht. C'était réveiller les consciences, réveiller le peuple en sommeil, réveiller. Les surréalistes sont trotskistes, exactement comme moi. On parle la même langue. Au début, ils étaient, comme tout le monde, fascinés par l'Union soviétique. Ils sont allés, ils sont revenus.
Avant de devenir l'un des principaux dirigeants du mouvement trotskiste pendant la guerre, Paul Parisot, membre de la tendance bolchevique-léniniste de la SFIO, est l'un des jeunes intellectuels qui animent le journal Révolution. La culture, dans ce qu'elle avait de plus avancé, de plus libérateur, s'est toujours trouvée liée au mouvement révolutionnaire. On n'en parle plus aujourd'hui, mais dans les années qui ont suivi immédiatement la prise du pouvoir par les bolcheviks, ça a été une explosion de poésie et de liberté de mœurs en Russie. Liberté de mœurs qui d'ailleurs scandalisait un peu Lénine, qui était resté très petit bourgeois dans ses idées sur la vie courante. Mais tout le mouvement de rénovation de la littérature par le groupe surréaliste et par tout ce qui pouvait avoir des relations avec lui, y compris des relations conflictuelles, n'est-ce pas, comme c'est le cas de Bataille et de bien d'autres. Tout cela a aussi une certaine complicité avec la lutte antifasciste, avec le mouvement ouvrier dans ce qu'il a de plus libre et de plus actif. Il est tout à fait normal qu'on se soit retrouvé périodiquement avec André Breton. La première fois que j'ai passé une soirée avec lui, c'était en 1936, au moment des procès de Moscou. Le Parti communiste avait organisé prudemment sa première réunion sur le procès de Zinoviev-Kamenev dans une galerie d'art de la rue La Boétie. Et André Breton a dit il faut qu'on y aille et qu'on ne le laisse pas parler. Alors, nous avons été un groupe d'une dizaine à faire une descente dans cette manifestation stalinienne. C'était là une épreuve de force au sens physique du mot, n'est-ce pas? Et Breton était tout à fait admirable. Il marchait sur les pieds du service d'ordre stalinien en criant de la courtoisie, de la politesse avant tout. Politesse pouvait être aussi une arme aux yeux de Breton. Marqué à vie par la pensée libertaire de Rosa Luxembourg, Michael Lewis vient au trotskisme en étudiant de très près le dialogue fertile des révolutionnaires avec le surréalisme. Le surréalisme était évidemment beaucoup plus qu'une école de poètes ou de peintres. C'était un mouvement de révolte de l'esprit, des révoltes contre le capitalisme, avec une dimension libertaire très forte, qui ne pouvait que tôt ou tard entrer en conflit avec le carcan bureaucratique du stalinisme et du Parti communiste. Et donc, c'est tout naturellement qu'une convergence s'est établie avec Trotsky et son courant qui représentait à l'intérieur du communisme la sensibilité critique, démocratique, et qui gardait un peu cet aspect libertaire. Ce qui a permis, dans la célèbre rencontre de Trotsky et Breton au Mexique, ces documents extraordinaires qui s'appelle l'appel pour un art révolutionnaire indépendant. La grande leçon, c'était que tout art authentique a vocation à être révolutionnaire, mais qu'aucune organisation politique, aucun État, qu'il soit ouvrier ou révolutionnaire, n'a le droit de vouloir exercer un contrôle quelconque sur l'activité artistique. Et donc il y a une célèbre phrase du manifeste qui dit « Si les régimes économiques socialistes demandent la planification, la centralisation des ressources, etc., dans le domaine artistique, c'est un régime de type anarchiste qui doit prévaloir. » Donc le mot anarchiste figure là en toutes lettres. Il semble que c'est Trotsky qui a proposé ça. Breton évidemment était d'accord. C'est évident que, aussi bien pour devenir surréaliste dans les années 20 ou membre de l'opposition de gauche, c'est les noms qu'avaient les partisans de Trotsky, il fallait un certain esprit de révolte, d'insoumission et une certaine capacité à aller contre le courant. Et un certain refus de l'optimisme de commande, de l'optimisme facile, qui était l'idéologie soviétique. Et c'est pour ça que Pierre Naville,
qui parlait de communisme comme organisation du pessimisme, incarne un peu ces moments de conjonction en 1927, 28, 29 entre l'opposition de gauche et les surréalistes. Instituteur, critique littéraire et d'abord membre du Parti communiste, Maurice Nadeau est ensuite l'un des initiateurs de la Fédération internationale pour un art révolutionnaire indépendant, ou FIARI, aux côtés de Pierre Naville, brillante figure du trotsko-surréalisme. Maurice Nadeau. Naville était un des premiers directeurs de la révolution surréaliste. Naville voyait mal, ou plutôt il voyait trop bien par quel canal ça allait déboucher le surréalisme. Ça débouche aujourd'hui à Beaubourg, c'est-à-dire le musée, hein, carrément. Il a écrit d'ailleurs ses mémoires, bon, à partir d'un certain moment, il s'est dit tout ça c'est très bien, d'accord, mais finalement ça débouche sur quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la société avec des poèmes? Non. Avec de la musique, avec de la peinture, c'est pas possible, donc il faut travailler sur le terrain, il faut aller vers les masses, il faut aller faire, etc. Bon, enfin le truc habituel du politique, enfin des gens qui veulent faire de la politique. Pour les surréalistes, ça a été un peu une surprise, enfin, que Breton parle de Trotsky, alors que quand même, on peut pas dire que c'était à la mode. Breton était un peu parmi les mondains aussi. Il faut pas oublier que ce surréalisme a eu ce côté-là. C'était Madame de Noailles, c'était, je sais pas, Lise de Harmes, c'était des gens qui avaient pignon sur rue, c'était le comte de Beaumont, qui avait financé Tzara. Pour la bourgeoisie éclairée, c'était son alibi, si vous voulez. Donc ça n'avait pas grand-chose à voir avec le trotskisme. Intellectuellement, j'étais attiré par Naville. Parce que Naville avait été surréaliste, parce que Naville, enfin, il y a toutes sortes de raisons. Puis c'était un homme de caractère et qui avait une connaissance philosophique, qui pouvait me parler d'Hume, que je connaissais pas, de Locke, des gens que je connaissais pas. Il me faisait lire. Sa femme, Denise, avait traduit Clausewitz, Jemas, etc. C'était une germaniste. Elle m'avait traduit Rilke, elle m'avait traduit pas mal de choses. Il y avait ce côté-là qui fait que je me colle à lui, si vous voulez. C'est-à-dire que s'il a besoin de quelqu'un, c'est moi qui accours. Il y a ça, ce côté fidèle, quoi. C'est Naville qui faisait la vérité, c'est moi qui corrigeais. C'était un homme apparemment assez sec, comme ça, sa lignée, c'est le protestantisme, au fond, c'est tout ça. Son père était le bibliographe aussi de Gide, enfin c'était ce milieu-là. Et le milieu protestant suisse en plus. On ne se rend pas compte de la qualité humaine, enfin pas seulement politique de ces gens. Ce sont des gens qui n'étaient pas révolutionnaires par goût de la politique, mais parce que ça fait partie de leur être. Pas de leur vie, mais de leur être même, d'être contre l'état de choses dans lequel ils vivaient. Apprécié pour ses qualités d'analyste politique, l'intellectuel militant doit toutefois prendre garde à ne pas sombrer dans cet intellectualisme abstrait que Léon Trotsky détestait plus que tout. En effet, si les purs activistes éveillaient parfois sa méfiance, leur souci constant de peser efficacement sur la réalité leur assurait de sa part une indulgence durable, comme en témoigne par exemple la longue complicité du fondateur de l'Armée rouge avec un aventurier tel que Raymond Molinier. Par contre, un intellectuel comme Pierre Naville fera l'objet de tous les sarcasmes, de tous les réquisitoires, lui qu'on a vite fait de dénoncer comme un poète, un bavard inopérant, bref, un coupeur de cheveux en quatre. Car il existe bel et bien une forme de poujadisme trotskiste, celui qui fait de l'intellectuel petit bourgeois la figure repoussoire par excellence. Révélateur d'une conscience malheureuse chez des intellectuels révolutionnaires condamnés à l'isolement politique, ce poujadisme spécifique et coriace ne s'enracine nullement dans une haine de la pensée, mais bien plutôt dans un amour fou
un amour fou pour les idées et leurs charges subversives. De ces idées qui peuvent changer le monde, mais à condition de garder les pieds bien sur terre et de ne pas rester au bord de l'action. Je ne sais s'il est aujourd'hui possible de faire comprendre ce que chez les bolcheviks, comme chez Marx, on appelle petit bourgeois, ou le genre philistin. C'est tout ce qui n'est ni l'ami, ni l'ennemi. La courte vue, l'hypocrisie, la satisfaction de soi, la phrase. L'intellectuel est par définition un petit bourgeois. Lev Davidovitch est lui-même un révélateur chimique extrêmement sensible de tout ce qui est petit bourgeois chez autrui. Un jour, voulant vaincre une de mes résistances, il me dit dans un chuchotement en saisissant un bouton de ma veste, « Tenez, Pierre, voilà un intellectuel petit bourgeois. » J'en ai les larmes aux yeux. Je réplique, « Si c'est vous qui le dites, que puis-je répondre ?» Eh bien, cela se corrige. Pierre Naville, Trotsky vivant. Paul Parisot. Alors, c'est très difficile de vous faire un portrait de Naville et des relations que les jeunes pouvaient entretenir avec lui. D'une part, il était incontestablement un maître, ou un maître incontesté. Il avait le courrier direct avec le vieux, et il avait une expérience et des connaissances qui faisaient de lui le détenteur d'une série de réponses aux questions que nous pouvions nous poser. Cela dit, en même temps, il restait chez lui quelque chose d'un intellectuel de la grande bourgeoisie. Et il a été probablement l'homme le plus proche de Trotsky à partir du moment où la figure de Raymond Molinier s'est éloignée, où les relations entre Trotsky et Molinier ont été de plus en plus mauvaises. Par exemple, dans les mois qui ont suivi la grande vague de grève de 1936, Naville, Rousse et d'autres, avec l'appui de Trotsky, se sont employés à créer un parti ouvrier internationaliste, alors que le groupe Molinier misait sur un développement plus spontané des luttes qui allaient venir et a essayé d'organiser des groupes d'action révolutionnaire. C'était deux orientations différentes, mais les choses étaient très compliquées car l'ancienne épouse de Raymond Molinier était devenue la bru de Trotsky. Elle vivait avec Léon Sedov. Donc tout ça était des questions qui nous dépassaient beaucoup. Il faudrait peut-être revenir un peu en arrière quand Trotsky est expulsé contre son gré d'Union soviétique, qu'il s'établit en Turquie. Molinier est un homme très efficace et qui lui apporte un soutien matériel que Trotsky mettra du temps à oublier, n'est-ce pas? Les méthodes de Molinier, qui étaient parfois brutales, mais qui étaient d'une grande efficacité, n'est-ce pas, n'amenaient pas à ce que son petit groupe, qui était un peu une préfiguration des groupes qui aujourd'hui se revendiquent du trotskisme, et en particulier du groupe du Parti des travailleurs de Lambert, n'est-ce pas? Le type de militantisme qui était celui de Raymond Molinier l'a fait se mettre en dehors de ce qui était la légalité de fait, à savoir la reconnaissance par Trotsky. Mais enfin, c'était des groupes qui prétendaient agir dans le même sens. Et je dois dire que l'un des membres de ce groupe, Jean Mechler, a été l'un des tout premiers fusillés de France. Et il est tombé parmi les tout premiers, si ce n'est le premier, n'est-ce pas, sous les balles du peloton d'exécution nazi. Pendant les 7 premières années de la vie de l'organisation, Raymond Molinier remplit un rôle capital dans la direction de la Ligue puis du parti.
en rentrant ou en sortant tour à tour dans les organismes dirigeants jusqu'à son éviction définitive. C'était foncièrement un activiste. L'action de masse était l'élément dans lequel il se situait toujours. Dans chaque situation politique, son heure était le moment où il s'agissait d'aboutir concrètement à l'édition d'un tract ou à la convocation d'une réunion, à la fabrication d'un journal. Bien qu'il fût soupçonné d'avoir souvent tiré tel tract ou telle affiche en l'unique exemplaire qui prenait le chemin de Principo pour alourdir auprès du vieux son palmarès. Le dynamisme et la disponibilité constante de Molinier, l'ampleur des projets dont Molinier n'était pas chiche, exerçaient leur attraction sur le vieux dont les forces souffraient dans ses exils d'être inemployé. L'antipathie qui nous opposait et qui agitait parfois violemment les réunions intérieures jusqu'à dramatiser intensément notre coquille de noix, n'entravait pas le travail commun, actif et dévoué au service de l'organisation. Certains ont pensé que Molinier avait été placé dans nos rangs par la police. Nous ne l'avons jamais cru. Son caractère suffisait à expliquer ces incartades. Il était un tempérament évoluant dans la politique. Corpulent, coloré, les yeux clairs, le sourire jovial ou l'injure à la bouche, imbattable d'assurance, manipulant un éternel cure-dent, il jouait dans le privé les cyniques. Nous, c'est Trotsky pour la doctrine et Staline pour la méthode. Gérard Rosenthal, avocat de Trotsky. Maurice Nadeau. J'ai beaucoup d'admiration pour Trotsky, mais je pense que aussi il avait ses limites aussi. Il voyait bien les gens qui étaient susceptibles de le servir, et surtout de servir la cause en général. Par exemple, Trotsky n'avait jamais lu Breton, il ne connaissait pas les surréalistes. Quand Breton est allé le voir à Coyoacán en 38 ou 39, il a été obligé de lire Breton en vitesse pour savoir de qui il s'agissait. J'ai publié, moi, son livre que j'ai fabriqué, Littérature et Révolution, où on voit quand même ses limites. Bon. Et il est sûr que pour le travail qu'il voulait faire, qui était un travail de titan au fond, c'était rassembler à l'échelle internationale des gens qui n'étaient plus d'accord avec la Troisième Internationale. Et bon, il était réduit à ses seules forces. D'abord, il y avait des questions d'argent, alors que Moscou arrosait abondamment le Parti communiste. Ici, c'était les militants qui mettaient à la poche. Faire vivre une organisation, ça consiste à louer des salles de meeting. Enfin, il y a beaucoup de dépenses à faire. Et Molinier était capable de... J'aurais pas de remplir les caisses, mais enfin, de les alimenter un peu, quoi. C'était pas un théoricien, c'était pas un type qui s'intéressait à la politique, au fond. Il détestait Naville, c'était bien compréhensible, parce que il n'avait pas son envergure intellectuelle, d'abord, et puis ensuite, ça l'intéressait pas des masses. Ce qu'il valait, c'était agir, recruter, faire des adhérents, etc. Bon, c'était utile pour Trotsky, qui n'avait pas grand monde autour de lui. Molinier savait retourner une salle, il savait parler. Naville, lui, donnait des arguments qui n'étaient pas toujours à la portée non plus des ouvriers. Je me souviens, bon, qu'est-ce que vous voulez, on avait fait, par exemple, la grève de Renault en 36. Ben, les ouvriers, bon, il fallait leur parler. Naville, il voyait un type comme ça, bon... il peut en effet... mais Molinier était là pour lui dire, il faut faire ci, il faut faire ça, non, etc. C'est tout à fait une pratique de militantisme que l'un avait, l'autre n'avait pas tout à fait. Moi, je comprenais pas très bien que Trotsky préfère Molinier à Naville, puisque je travaillais avec Naville, finalement. Mais enfin, il se trompait tout de même. Il a été obligé de rompre avec lui, quoi. Parce que Molinier l'entraînait dans des aventures qui relevaient de la justice pure et simple, quoi, du code pénal. Cofondateur de la FNAC après-guerre, Max Terret milite dans les années 30 aux Jeunesses socialistes de Paris, avant d'être gagné au trotskisme par Jean Mechler. Il se rapproche alors de Raymond Molinier, célèbre figure de l'extrême gauche française, homme à tout faire de Trotsky et homme d'affaires pour la vie. J'ai toujours eu un faible pour les aventuriers. Molinier, c'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché un moment, c'est avec son frère, qui était banquier, Henri Molinier, ils avaient organisé un établissement qui s'appelait l'Institut français de recouvrement. Alors les gens disaient, il
font de l'extorsion de fonds. Vous n'avez pas du tout de l'extorsion de fonds. On achetait des créances. Trotsky nous avait demandé à un moment de choisir d'autres procédés. C'est dommage, parce que c'est ce qui marchait le mieux. De toute façon, c'était pas une organisation trotskiste, hein. On avait loué un étage de la tour Révillon, qui venait d'être terminé. C'était vraiment très société capitaliste. Et nous proposions aux gens qui avaient des créances impayées, mais irrecourables, parce que c'était des truands, parce que c'était des malfrats. On leur disait, bon, nous, on vous le fait récupérer. Mais on veut, et suivant la difficulté, on demandait 30 ou 40%. Ce qui était honnête. Le type était ravi. Nous, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait payer des types qui étaient en général des sagouins. Hein? Nous avions notre conscience pour nous. Alors, évidemment, notre façon de les faire payer n'était pas très orthodoxe. Je me souviens d'une récupération. C'était un type qui était Faubourg Poissonnière. Il y avait des bureaux au 5e étage. Et on arrive. Alors moi, comme j'étais le petit gringalet, j'avais quand même 2 gars costauds avec moi. Hein. Alors je présente la traite. Et le type me dit, je vais vous dire ce que vous pouvez en faire, où vous pouvez vous la mettre, cette traite. alors évidemment, ça partait bien, là. Alors je lui dis, vous vous trompez, vous allez payer. C'est là où sont entrés en action là, les 2 costauds. Ils ont simplement ouvert la fenêtre et ils ont pris le gars, ils l'ont tenu un peu comme ça, suspendu, en lui disant, alors tu payes ou tu payes pas? Vous savez, au bout de quelques secondes, le type payait. C'est la Camorra version trotskiste, quoi. Ouais. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Texte lu par Benoît Schwartz. Équipe de réalisation Frédéric Quéroux, Éric Villenfin, Rémi Fessard et Brigitte Bouvier. Préparé par Myriam Ankawa, une émission de Jean Birnbaum.